Mais la sorcellerie, elle est bonne. C'est juste un mot qui embrouille depuis que le blanc s'oppose à cette science africaine ou à la magie. Un sorcier est dans le métaphysique. Il sort de l'ordinaire. Si Machoua, il était franc-maçon, je crois jusqu'à aujourd'hui, même ses restes mortels, on devrait nous lui donner. Puisque le combat de Machoua, Guide, je voulais poser la question. Donc vous dites qu'on devait vous donner les restes mortuaires. Mais Machoua est bien enterré à Mayama. Donc vous pensez que la tombe qui est à Mayama, ce n'est pas la tombe de Machoua. Donc vous estimez que... Non, vous savez que, maître, vous savez que nous ne sommes pas des petits, hein? Spirituellement, nous sommes des gaillards. Oui. Hein? Les tombes que vous voyez, à gauche, il y a Milongo, à droite, il y a Miemo. Il y a Miemo, c'est mon grand, c'est un de mes grands oncles aussi, Tambiemo et Tamilongo, parce que Tamilongo, c'est son grand frère. Vous savez comment Nkaka Miemo est mort. Pourquoi on parle de disparition? Pourquoi on parle de disparition? Puisque en 1942, les tombes là, comme que vous voyez les trois tombes là, au milieu, il n'y a rien. C'est juste au milieu là, on avait seulement enterré un rejet de bananier, plutôt. Oui, mais ça dit que le problème, c'est quoi? C'est parce qu'à la conférence nationale, quand on a posé le problème, on a failli. C'est justement pendant la conférence nationale qu'on aurait pu procéder à l'exhumation du corps de Machoua pour se rendre compte. Révérend Guy de Miakangila, mais il faut comprendre, il faut dire aussi qu'à la conférence nationale, les Congolais ont subi l'influence de la France. La France ne voulait pas qu'on évoque plusieurs sujets, notamment la révocation de Sassou Nguesso. Et la France ne voulait pas aussi qu'on solde notre contentieux de la colonisation. Et donc, le problème de l'assassinat ou l'empoisonnement ou la mort suspecte de André Grenard Machoua, et notamment sur la vérité de son inhumation. Voilà ce qu'il faut dire. C'est pour cela que nous disons, nous avons la possibilité, nous, de reprendre ce dossier également, de poser le problème, au moment où la France, effectivement, est en train de solder son contentieux avec l'Afrique. Vous avez suivi, le Bénin a retrouvé ses statuettes, tout ce qui fait partie un peu de la culture du Dahomey. Mais nous aussi, nous devons revendiquer un certain nombre de points. Voilà, c'est tout ça qu'il faut lire. Il y a eu une polémique. Les gens disent que oui, il a été enterré aux Antilles, il a été déporté et tout. Nous-mêmes, nous, en tant que Congolais, on ne devait pas attendre seulement le blanc pour le faire. Quand le pays sera plus en paix, nous allons d'abord demander... Il est décédé en 1942, mais en 1952, il était en prison à Madagascar. Non, mais voilà, mais non, ce que je dis, voilà, ce que je dis, ce sont des spéculations. Moi, je ne rentre pas dans cette considération, mais ce qui serait mieux au départ, il faut reconstituer les faits. Si on dit qu'il a été enterré là, quel que soit le temps, on trouverait des indices. Parce que c'est à nous de faire casser ce tombeau et de récupérer, de faire des analyses. C'est sûr qu'il y a eu des parents vivants pour procéder à l'ADN. C'est comme ça. Donc ça, c'est notre droit, nous, ou ceux qui viendront, ne fût-ce que pour notre histoire, parce que Machoua reste un héros national. Et aujourd'hui, on en parle. La première des choses qu'on aurait pu faire, justement... Il est plus que même un héros. Il est plus que même un héros, c'est oui, un messie. Oui, mais c'est un messie que les Ngunza ont divinisé. Donc, c'est autre chose. Pour le moment, ça, c'est autre chose. Mais moi, je vous parle seulement d'abord de notre héros national, de celui qui est un prophète congolais. Et à partir de ce moment, c'est là où on peut dire, oui, mais voilà, finalement,
on a exhumé, on n'a pas trouvé les restes de Matsoua. Il n'y a rien. Même si on ne voit rien, il n'y a que ce qu'on trouvera à l'intérieur. Cette terre-là sera analysée et tout. Et on trouvera, on dira oui, c'est effectivement un humain qui a été enterré là. Mais s'il n'y a pas de traces, nous continuerons toujours à dire des choses qui n'ont pas de sens. Moi, je sais, il y a eu des gens qui ont raconté beaucoup de choses, que Matsoua se trouverait à Madagascar, il est mort à Madagascar, et que Matsoua est mort aux Antilles, notamment en Guyane, et Matsoua est mort à Mayama. Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Que ce pays-là retrouve la paix, la quiétude, la liberté. Et la première des choses, c'est reprendre le point qu'on a oublié, qu'on a sauté à la conférence nationale. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM. Allô? Allô? Ouais. Bonjour, Tatamen Kangila. Comment allez-vous? Bonjour, Maître Massimo Tchassé. Non, oui. Ça va bien, vous là-bas? Ça va. Merci. Bon, mais d'abord de un, la première question, où est-ce que vous en êtes avec la situation justement de la propriété? Bon, à présent, comme nous avons lancé des appels un peu par-ci par-là, quand même les choses avancent, donc nous attendons la réponse, les réactions auprès des autorités congolaises. Bon, alors, merci donc, il faut que ça avance. De toute façon, de un, nous sommes tous saisis et tous les fils et les petits-fils des Matsouanistes devaient également se lancer dans cette bataille pour conserver la propriété de Mabama Mpissa. C'est très important pour nous. Bon, l'émission d'aujourd'hui, nous allons quand même parler de la communauté matsouaniste. Parce que beaucoup de gens, surtout de la jeune génération, ne connaissent pas le fondement de cette communauté. Alors, nous allons en parler en plusieurs mots. Nous savons très bien que le quartier général donc, des Matsouanistes se trouve à Mpissa. Là où, lorsque nous étions très jeunes, on l'appelait Mabama Mpissa. Alors, c'est donc cette propriété aujourd'hui qui est en difficulté, ou si vous voulez, qui est en voie d'être confisquée ou expropriée par, dirais-je, des personnes de mauvaise foi. Voilà. C'est ça, oui. Très bien. Donc, je voulais dire que moi, en tant que petit-fils maçonniste, j'ai aussi quelques informations que je détiens de mes grands-parents, des histoires qui nous racontaient sur Tata Matsoua. Et j'ai aussi un ouvrage qui est très important que je montre, dirais-je, que je montre à l'antenne. C'est un ouvrage écrit par Didier Gondola, Matsoua vivant, anticolonialiste et citoyenneté en Afrique équatoriale française. En tout cas, je présente d'abord Didier Gondola parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Didier Gondola présente un ouvrage qui est très riche en informations et d'ailleurs qui confirme que André Matsoua est une grande figure de notre pays, le Congo, pour et de l'émancipation de l'Afrique et de l'homme noir sur sa quête de modernité et de liberté. Donc, André Matsoua est un Congolais donc, qui a été, si vous voulez, le père de l'idée de l'indépendance
africaine et congolaise par là. Et ça a été aussi quelqu'un de mystique, comme le révèlent plusieurs témoignages, parce que nombreux ne savent pas que Matsua était très mystique. On l'a considéré d'abord par le blanc comme étant un sorcier, parce qu'il y a une histoire que les gens ont rapportée, et notamment le Jacques Biyani, qui était donc le grand-père d'ailleurs de Didier Gondola, qui avait expliqué que lorsqu'il était au Tchad, les colons voulaient l'enterrer vivant et voulaient mettre un bûcher, mais ils s'en sortaient toujours. Et quand ils arrivaient, le gars était toujours debout. Et bizarrement, il ne mourait pas. Et ça, ce sont des anecdotes, pour ne pas dire des histoires qu'on nous a expliquées. Matsua a été un homme très mystique. Alors, nous allons aborder cette question puisque, je voulais dire, est-ce que Matsua, qui était à l'origine chrétien, est baptisé chrétien et était aussi catéchiste, parce que ça, on le sait dans le parcours de Matsua. Matsua, c'était un homme mystique, mais croyant, chrétien, et il croyait en Nzambi Mpungu. Est-ce que c'est ce Nzambi Mpungu-là qui a fait que vous, en formant la communauté, vous désavouez les chrétiens? Parce qu'en fait, vous êtes les chrétiens à votre façon, puisque le fondateur de la communauté, pour ne pas dire, même s'il n'était pas cofondateur, mais en fait, c'est lui qui a organisé. Parce que Matsua, c'est un libérateur, il avait organisé des gens. Lorsque il a fait sa première lettre en France, il s'est adressé au président du Conseil en 1921, 1922, et il avait demandé donc les mêmes droits que ceux qui étaient en Afrique puissent jouir des mêmes droits que les Européens, pour ne pas dire les Blancs, les colons. Alors nous allons donc parler donc du... Oui, mais bon, vous savez que beaucoup de gens disent que non, Matsua, il était chrétien, nous sommes les chrétiens. Non, nous ne sommes pas les chrétiens. Vous savez, dans les années 50-40, on obligeait les Noirs d'être des chrétiens. On forçait les gens de se baptiser. Très bien, ça c'est connu. L'exemple de Simon Kimbangu. Il a été baptisé dans l'église protestante. Et ça, c'était des baptêmes forcés. Et après, il avait compris les mensonges des Blancs. Il avait désisté. Et Matsua aussi, c'était pareil. Puisque les Blancs avaient compris que c'était un homme très mystique. Vous voyez? Mais de nos jours, moi aujourd'hui, un Blanc ne peut pas venir me forcer que allez vous faire baptiser. Ça ne peut pas se faire, puisque maintenant il y a le modernisme. Maintenant nous parlons la liberté, le droit de l'homme. Mais est-ce que dans les années 40, 50, est-ce que le droit de l'homme existait? Je doute fort. Les droits de l'homme existaient, mais ça dit que ça n'a jamais été appliqué chez les Noirs. Chez les Noirs, oui, c'est ça. Parce qu'ils étaient des gens dominés. On vivait sous l'oppression coloniale. L'oppression, parce que tout ce qu'ils ont fait, l'esclavage, c'était en dehors des normes des droits de l'homme. Mais on nous a imposé les travaux forcés. On nous a imposé la torture. Vous comprenez? On nous a imposé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le premier principe des droits de l'homme qui était l'égalité, on ne bénéficiait pas de la même égalité que les Français. C'est la première contestation, la première revendication de Matsua, c'était que les Noirs puissent avoir les mêmes droits, donc la même liberté, les mêmes... voilà. La liberté de terre, voilà. Qu'on soit libre sur nos terres, afin de glorifier nos ancêtres. Il y a eu l'égalité, le droit de l'homme, et voilà. En tout cas, par rapport
à ce qui se dit. Bon, est-ce que vous vénérez Matsua ou bien vous vénérez un Dieu qui s'est personnifié en Matsua, qui est venu en tant que Messie, ou en tant que quelqu'un, justement, qui est venu pour se battre aux côtés de ses prochains, pour exiger cette fraternité, cet amour, ou ce bien-être. Ok, bon, maître, aucun Messie n'est vivant. Tout ce que nous vénérons sont des morts. Toutes les religions vénèrent des morts. La différence des religions et des croyances va de pair avec les cultures, la couleur de la peau et les langues. Dieu, le Créateur, a inspiré tout le monde. Nous avons inspiré des révélations. Ils peuvent avoir des fusions ni confusions à ce niveau. Bien. Donc, là, j'ai la réponse. Maître, vous avez déjà vu un saint vivant? Non. Prenons l'exemple, tous les noms qui figurent dans la Bible. Est-ce qu'il y a un vivant là? Non. Voilà, que ce soit Jésus, Mahomet et tout consort, nous vénérons des morts. Il n'y a pas un Dieu vivant, ça n'existe pas. Parce que le matsuaniste, en réalité, ce qu'on appelait chez nous, comme me disait mon grand-oncle, mais nous les matsuanistes, nous parlons des matsuanistes, mais en fait, c'est notre communauté à nous. Avant que le blanc n'arrive, nous étions des Ngunza, on priait un Zambian Pungu. Donc, Matsua est venu nous relancer dans ce Zambian Pungu-là. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, comme les Matsuanistes sont des Ngunza, à l'heure actuelle, pouvez-vous définir le Ngunza? Oui, merci. Le Ngunza, il est matchouaniste. Ou au contraire, c'est le matchouaniste qui est Ngunza. Il y a des Ngunza qui sont chrétiens, mais un matchouaniste ne peut pas adorer un dieu étranger comme Mahomet, Jésus, tout consort. Tout matchouaniste est Ngunza, mais tout Ngunza n'est pas matchouaniste. Le Ngunza n'est pas une religion, mais un esprit qui incarne ces braves qui ont lutté pour la race noire, pour André Grenard Machoua, mener sa lutte. Il a été inspiré par le Kingunza, un esprit purement africain. Ceux qui ont accepté Machoua comme Messie sont des Machouanistes. Voilà, merci. Bon, vous voyez par exemple, moi je suis chrétien, catholique, croyant. Mais je me dis aussi, je suis matsuaniste. Mais je ne pratique pas le Ngunza. Et il y a aussi des chrétiens qui sont Ngunza en fait. Hein. J'en vois les Boulamananga, je voyais comment les gars qui partaient chez les Boulamananga, ce sont des Ngunza. Mais on les voyait également aussi à l'église. Donc il n'y a pas de contradiction. Non, maître, en réalité, quand on parle, un Ngunza ne peut pas être un chrétien. Un Ngunza ne peut pas être un chrétien. Puisque quoi? Un noir, quand vous voyez un noir chrétien musulman, c'est un traiteur envers ses ancêtres. Chaque pays, chaque continent a sa religion, a sa façon d'adorer son Dieu. Comment fait-il qu'un Ngunza peut être un chrétien? Est-ce que ça peut exister? À mon avis, oui, ça peut exister. C'est comme, vous voyez des gens, je vous dis une chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, la franc-maçonnerie qui est à la mode. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont francs-maçons, qui sont en même temps des chrétiens. Et on a même des prêtres qui sont francs-maçons, ce qui est en contradiction d'ailleurs avec le droit canon. Hein, ce qui est en contradiction avec le principe énoncé par le Vatican. Mais il y a des gens qui sont quand même francs-maçons et chrétiens. Tu comprends? Parce que c'est une... Bon, un matchouaniste ne peut pas être chrétien ou musulman ou bouddhiste.
Ça Oui, ne peut mais pas se faire. non, mais parce que là, je comprends. Vous le prenez vous en tant que religion. Vous le prenez vous en tant que religion. Parce que Bon, les Matsouanis... prenez l'exemple en 1959, il y a eu des arrestations de Matsouanis. Oui. Et les Matsouanis, quoi? Ils ont refusé tous les pratiques de blancs. Ils ont refusé d'adorer les dieux étrangers. Bon, comment fait-il qu'un Ngouza peut être encore chrétien? Si nos ancêtres, ils ont été massacrés, tués, emprisonnés, parce que quoi? Ils ont refusé toutes les pratiques des Blancs. Oui, mais ils ont refusé les pratiques. C'est tout juste une façon de résister, de désavouer ceux qui sont venus justement les opprimer. Parce qu'aujourd'hui, c'était une attitude tout à fait normale. Je suis en face de quelqu'un qui m'opprime, qui me prive des droits. Mais comment veux-tu que j'accepte ce qu'il va me dire s'il ne me libère pas d'abord? Parce que ma propre libération, c'est celle qui permettra à ce que j'ai une conscience tranquille et que je puisse également exercer ma liberté de croyance ou ma liberté d'opinion. Là, il n'y avait pas cette liberté d'opinion. Les gens étaient opprimés, étouffés. À partir de ce moment, il y avait un rejet de la religion qu'ils amenaient. Merci, maître. Est-ce qu'en Israël, on peut adorer un prophète noir comme Kimpavita, Simon Kimbangu et André Guerrero Machoua ou d'autres prophètes? Non, à l'heure actuelle, non, mais peut-être avec le temps, ça peut arriver. Hein? Avec le temps, ça peut arriver. Parce qu'on n'allait pas savoir qu'aujourd'hui, d'abord les États-Unis, ils ont eu un président, si vous voulez, griffu, c'est-à-dire qui était noir et blanc. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, on a un Premier ministre qui est d'origine africaine, indienne. C'est un Afro-indien. Bon, mais je vous montre, regardez, lorsque je fais une illustration, regardez ce qui s'est passé. Les peuples respectent leurs traditions. Je vous montre l'image du nouveau Premier ministre britannique. C'est à vous d'apprécier. Il pose là un acte de sa tradition, de sa culture. Tu comprends? Mais c'était pas pensable à l'époque. C'était pas pensable à l'époque. Mais on arrive, il y a une évolution. Il ne faut pas l'exclure. Il faut pas l'exclure. Demain, il peut y avoir des Blancs qui deviendront des Matsouanistes, des Ngouza. Et d'ailleurs, on en trouve. Il y a des gens qui pensent parce que c'est l'évolution de la société. Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, avec les petits-enfants que nous avons, des arrière-petits-enfants de demain, qui sont peut-être des métis, ils vont adopter les croyances de leurs arrière-grands-parents. Donc, il y a une évolution, il ne faut pas exclure cela. Il ne faut pas exclure cela. C'est-à-dire que... Comme il y a l'évolution, donc je pense qu'un jour, la Bible sera encore modifiée afin que qu'ils insèrent les noms des prophètes africains. Mais c'est évident, c'est tout à fait normal. Si Matsoua, qui a fait des trucs, a fait des révélations, mais c'est à nous justement Africains, de consigner cela, d'écrire des choses d'une façon correcte, fidèle. Parce que les révélations que vous avez, vous en tant que guide, vous soignez les gens, vous guérissez les gens, vous avez des révélations, vous avez des dons, mais ces dons, vous les mettez au service de la communauté. Et quand vous les mettez au service de la communauté, ce n'est pas des gens qui vont contester vos pouvoirs. C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas vous sous-estimer, non. On ne sous-estime personne. Parce que moi, je le dis, mon grand-oncle, Henri Michel Kirouni, que vous avez connu, qui était un ngounziste, un matsouaniste, mais il avait prédit en son temps, en 1973, 72-73, avant que je ne passe mon bac, je suis allé à Kindamba. Il m'a initié plus ou moins parce que Bieka, hein, bon, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, mais en tout cas, il m'a initié, il m'a fait passer entre ses jambes, il a dit, tu auras ton bac, tu vas voyager. Cependant, tu parles beaucoup de Ngwabi, ton chef là,
tu ne viendras pas le trouver quand tu reviendras parce qu'il sera assassiné. C'est lui qui me l'a annoncé. Moi, je l'ai écrit même dans mon ouvrage. Et 5 ans après, quand j'arrive en France, Marie Ngouabi a été assassinée. Donc voilà, il avait quand même des dons, des pouvoirs, comme ce que vous avez, puisque vous guérissez les gens. On ne conteste pas les pouvoirs qu'un noir peut avoir ou qu'un matsuaniste peut avoir. Vous avez des dons. Pourquoi tous les prophètes noirs, ils étaient assassinés, persécutés? Pour avoir une idée sur ça, hein? Non, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il y avait un problème de rivalité. Dans une basse-cour, il n'y a qu'un seul coq qui chante. Tu comprends? Donc, ce coq qui chante, c'est lui qui domine les autres. Lui, il vient pour coloniser. La première des choses, c'est faire taire les autres pour que sa religion triomphe. Moi, je vous dis tout simplement ceci. Aucun prophète de son vivant, comme tu as su bien le dire, n'a créé sa religion. Lorsque Jésus est mort, Jésus est né juif. Il est né juif. Donc, quand il est mort, la religion chrétienne est sortie. Donc, sa communauté. Mahomet, c'est pareil. Mahomet est né chrétien. Et quand il est mort, les musulmans ont créé. Parce que c'est ça le problème. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Matsua était chrétien à la base, même s'il a été forcé, comme vous avez su bien le dire tout à l'heure, avec les Kimbangu. Mais en fait, lui, venu en tant que prophète par rapport à son combat qu'il a mené pour la liberté, pour la dignité de l'Africain, de l'homme noir, pour l'émancipation de l'homme noir, en quête de modernité et de liberté. Et donc, nous le vénérons. C'est-à-dire que nous disons, c'est un prophète. Voilà ce qu'il a prévu, c'est ce qui se passe. Et c'est le même combat qui continue. Parce qu'aujourd'hui, la colonisation sur le papier, bon, n'existe plus, mais il y est toujours. Parce que cette indépendance nominale, qui est politique, a été confisquée par d'autres méchants qui sont des nationaux. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas, on ne jouit pas justement de cette quête de modernité que voulait Matsua. Vous comprenez? J'aurais pu vous parler justement de Gondola, Didier Gondola, qui a écrit cet ouvrage que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. D'ailleurs, entre parenthèses, Didier Gondola, qui enseigne l'histoire d'Afrique aux États-Unis, chez donc les Américains, il enseigne, il a montré qui était Matsua. Et aujourd'hui aussi, je le dis d'ailleurs... Est-ce que Didier Gondola, c'est un écrivain congolais? Voilà, oui, mais bien sûr. C'est son premier livre qu'il a écrit, mais il a écrit beaucoup d'articles. Didier Gondola, c'est un jeune frère. Je suis même souvent en contact avec lui. Je présente sur l'écran son livre. Et d'ailleurs, je vous ai adressé la photo, c'est lui qui a révélé, qui a montré la photo réelle de Matsua, la véritable photo. Parce qu'il a fait des recherches pendant 20 ans. Ce Congolais-là, Didier Gondola, c'est même lui d'ailleurs, je le signale, je fais une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, c'est lui qui a aidé Alain Mabankou, l'écrivain, à s'implanter aux États-Unis, à enseigner, à avoir donc une possibilité d'enseigner aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce Alain Mabankou n'a pas été, comment dire, reconnaissant, parce que quand Didier Gondola a écrit son ouvrage, il voulait bien que notre célèbre écrivain national, c'est-à-dire Alain Mabankou, puisse préfacer son ouvrage. Il avait refusé de le préfacer. Alors que la personne, voilà le comportement que nous avons, nous. La personne qui t'a permis d'avoir une possibilité d'enseigner aux États-Unis, par rapport justement à la date de naissance. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Vous savez, à 2 ans près, vous savez, il y a des gens qui sont nés verts.
Il y a des gens qui sont nés verts, mais il y a d'autres qui ont une date précise de naissance. Je peux vous donner des exemples. Je ne vais pas revenir sur les hommes politiques qui avaient à un moment donné, qui étaient nés verts ou après qui s'est retrouvé avec une date précise de naissance. Donc il y a le jour et le mois. Alors que bon, ça c'est un faux débat. Moi je crois que le véritable débat que nous devons avoir sur Matsuwa, c'est de savoir à quel moment Matsuwa a quitté cette terre. Parce que moi, mes grands-parents m'ont montré son tombeau qui est à Mayama. Vous le savez bien. Bon. Et lorsque ma grand-mère et mon grand-oncle priaient avec Matsuwa à Elela, parce que c'était le village où il partait prier, c'est là où il a fait des miracles. Et ça, c'est connu, vous devez le savoir, surtout vous en tant que guide matsualiste, vous devez connaître cette histoire. C'est à vous de nous approfondir l'histoire. Comment? C'est là-bas qu'il avait consacré Nganga Emmanuel. Voilà, mais ça, voilà. C'est ce que je dis. Donc, moi... Comme son coup spirituel. Oui, mais il en a eu. Il en a eu quand même des gens qui étaient autour de lui. Quand je vous parle de Kiwuni Henri Michel, vous voyez, à l'époque, même Kiwuni, un vieux comme ça, il avait 2 prénoms, comme André Grenard Matsuwa. Vous comprenez? Donc, non, mais c'est-à-dire qu'il a dû initier beaucoup de gens, mais il y a ceux qui ont eu de l'importance, qui ont étoffé leur puissance, en fait, leur spiritualité, comme vous le faites. Vous savez, vous pouvez être au même niveau, c'est comme les gens qui sont en classe, vous commencez ensemble, mais il y a des gens qui sont plus doués. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est bien. En tout cas, pour moi, il faut le dire, que Matsuwa reste quelqu'un de charismatique. Donc, Gondola, en partant des traces de Matsuwa, dans l'entre-deux-guerres, il s'est illuminé l'itinéraire d'un acteur à la fois mystérieux et méconnu, pourtant incontournable. Si l'on veut saisir donc les contours de la fonte contre l'ordre colonial qui se dessine aux 4 coins de la France à partir des années 20, Matsuwa a été un des acteurs. Après, celui qui va le suivre aussi, qui n'est pas connu par les Congolais, qui a été tué, jeté dans l'océan, c'est Ngongo. J'en parle souvent. Ngongo d'outre-mer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom. Hein? Non, non. Voilà, mais justement, ça fait partie de l'histoire. Moi, j'ai découvert ce nom par les écrits que mon père avait laissés parce que c'était une révélation de Fulbert Youlou. Fulbert Youlou va à Mosenjo pour gagner l'électorat dans les années 56. Alors, lui, comme il avait consulté les éléments de la coloniale, le lieutenant François-Charles Ngongo d'Outre-mer était sur les traces de Matsuwa. Il quitte Brazzaville en 1940. Le général de Gaulle lance l'appel, il y a des tirailleurs, il fait partie des tirailleurs alors qu'il était à l'administration coloniale. Il va faire la guerre et là-bas, il sort lieutenant. C'est le premier officier congolais, donc noir, en France. Il a fait la guerre, il a un parcours très intéressant. Et ce monsieur, quand il a su que Matsuwa est mort, porté disparu, lui, il mène son combat. Il crée justement l'association d'outre-mer, donc sur les traces de notre pionnier, de notre guide qui est Matsuwa, lui qui a écrit la première lettre en 1921, qui a fait donc la première guerre et c'est pour ça qu'il a eu le matricule 22. Donc Matsuwa a eu, si vous voulez, un fidèle, le lieutenant François Charles Ngongo. Il va créer son association qu'on appelle d'outre-mer. Donc ce sont les ressortissants d'outre-mer, mais malheureusement, en revenant
dans son pays natal, au Congo, en mars 1952, il a été assassiné par les marins français dans le bateau qui le ramenait au Congo. C'est une histoire. Moi, je suis en train de rechercher justement les photos de ce Charles Ngongo d'outre-mer. Voilà un matsouaniste, si vous voulez, qui était sur les traces de Matsouan. Ça aussi, vous devez le comprendre. Et pourtant, il est né. Parce que le matsouanisme, ce n'est pas seulement le poule. Il faut que les gens le sachent. Les matsouanistes, ce sont des gens qui cherchaient à s'émanciper. Donc, c'est toute l'Afrique. Matsoua ne s'est pas battu seulement pour le Congo, non. Il a commencé par son terreau, c'est-à-dire... Comment? C'est pour toute l'Afrique. Voilà. Même dans l'association amicale, c'est presque tous les pays africains. Mais bien sûr, mais c'est ça. Donc, c'est le premier qui a revendiqué l'émancipation du noir, de l'homme noir, comme je l'ai dit, sur sa quête de modernité et de liberté. Voilà. Bon, il y avait aussi une autre question que je voulais peut-être poser aussi. Bon, est-ce que vous, en tant que matsouaniste, parce que je sais qu'à l'époque, mes grands-parents procédaient aussi au désenvoûtement des gens. Ceux qui, par des pratiques sorcières, étaient en difficulté, et il est libéré également aussi de cette entrave psychique ou mentale. Oui, bon, le désenvoûtement est de notre ressort et de notre capacité. Voilà. Cependant, une fois que la personne a l'origine du mal, donc le désenvoûtement identifié, une fois on le rend le mal par le mal. Un homme spirituel aguerri ne peut pas négocier avec un mauvais esprit. Nous avons une armée céleste. C'est elle qui détermine il faut protéger ou châtier. Donc, si je comprends bien, parce qu'effectivement, moi j'ai vu une image à Terinko où les gens continuent à piler le mortier. Forum FM. Forum FM 105. Forum FM 105. Mina
Forum FM 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. Hein, quand tu étais en tort et tout ça là. Donc, mais vous êtes entre la magie ou bien par, dirais-je, des dons spirituels, parce que ça aussi, il faut le dire. Bon, on ne peut pas vous considérer comme des sorciers ou des magiciens ou des gens qui sont illuminés, qui ont des pouvoirs de guérir. C'est des blancs qui ont déformé, hein? Bon, puisqu'ils ont créé le mot sorcier, ils ont donné une définition à leur manière. Hein? Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, moi, je suis un sorcier, mais je ne fais jamais du mal aux innocents. C'est bien d'avoir un sorcier dans la famille. Ce sont les blancs qui ont donné une mauvaise interprétation à la sorcellerie. Mais la sorcellerie, elle est bonne. C'est juste un mot qui embrouille depuis que le blanc s'oppose à cette science africaine ou à la magie. Un sorcier est dans le métaphysique. Il sort de l'ordinaire. Donc la sorcellerie est avant tout un état d'âme. Elle peut agir dans le mal pour celui qui n'a pas l'intention de faire du bien. Et nous condamnons quiconque se sert de la sorcellerie pour faire du mal aux autres. Toute la spiritualité découle de l'harmonie entre un esprit et un rituel. La sorcellerie sert à défendre ses adeptes, sa famille ou son entourage. Voilà. Non, mais là, c'est plus clair, justement, lorsqu'on le définit comme ça. Parce qu'effectivement, vous avez des pouvoirs surnaturels qui vous permettent de guérir les autres ou de soigner les autres, puisqu'on le voit dans la pratique. Vous avez donc des dons. Et ces dons, ça se développe à tout un chacun de nous. Parce que moi, je le dis, lorsqu'on m'a cherché, vous connaissez un peu l'histoire, quand j'étais en difficulté à Brazzaville, les gens se sont posé la question de savoir comment j'ai pu m'en sortir, là où il y avait plus de 180 éléments de la force, je ne sais pas comment, s'il faut l'appeler force publique ou des milices, qui ont tenté de m'enlever, de m'assassiner. Mais j'étais là avec mes esprits, on ne m'a pas vu. Et parfois, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Comment je me suis dédoublé? Voilà, donc c'est peut-être des phénomènes que les gens, parfois, n'expliquent pas. Vous les avez, moi, je ne nie pas, je ne doute pas de cela. Je crois aux forces de l'esprit. Et ça, c'est clair. Bon, maintenant, lorsque vous avez ces puissances-là et tout, cette force de désenvoûter les gens, comment vous arrivez justement à identifier que ce mal-là, ce n'est pas un mal physique, mais c'est un mal psychique ou pour nous, on peut dire c'est la métaphysique. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Bon, vous savez que aujourd'hui, les Blancs, ils ont eu l'idée de fabriquer le scanner. C'est pour identifier, pour définir la cause d'une maladie. Voilà. Tu vois, nous aussi, nous avons un moyen spirituel, hein, très approfondi. C'est un peu compliqué. Voilà. Pour vous et le public. Donc vous avez raison de ne pas exposer le moyen, puisque ce sont les initiés seulement qui doivent le savoir. Vous n'allez pas initier les gens à la radio. Ouais, nous avons des systèmes, nous avons des prières, des rituels qui nous permettent de rentrer en contact avec les morts. Tu vois, c'est comme si je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un Dieu vivant. Ça n'existe pas. Tout ce que nous adorons, ce sont des morts. Même si, soi-disant, la Bible dit que, oh non, ils laissaient les morts enterrer leurs morts, c'est faux. Même les Jacob, les Luc, Matthieu, tous sont morts. Donc, c'est à travers eux, nous rentrons en contact, c'est à travers eux qui nous donnent un bon message très clair. Non, voilà cette affaire. Ça se présente comme ci, comme cela. Donc, et nous demandons aussi aux ancêtres de nous montrer de quelle manière nous devons procéder afin de libérer la personne qui est en difficulté, quoi. Non, mais non, même les chrétiens aussi
vénèrent les morts, puisque sinon il n'allait pas avoir des saints. Hein? Aujourd'hui, les prières non, mais il y a des prières d'intercession. Lorsque nous demandons, nous prions Dieu, et ce Dieu, on demande l'intercession justement de ceux qui sont supposés être aux côtés de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir un pasteur, vous êtes envoûté, vous êtes menacé par un sorcier, et un pasteur qui n'est pas sorcier, qui vous dit que non, la Bible déclare que, est-ce que ce personne peut vous délivrer? Il y a des prières. Aujourd'hui, si tu traites avec un voleur, donc tu es un voleur. Si aujourd'hui un pasteur vous dit que moi je peux éliminer un sorcier, donc lui aussi il est sorcier. Oui. Bon, il y a une question que je voulais poser. Est-ce que vous, au niveau de la communauté matswaniste, avez-vous eu vent du fait, parce que c'est la question aussi, même l'auteur que j'ai cité là tout à l'heure, Gondola Didier, il se posait la question parce qu'il n'a pas eu de référence en France. Les gens disaient, lorsque André Matsuwa est de retour de la guerre du Rif, donc sa guerre au Maroc, parce qu'il a combattu là-bas aussi, il aurait fréquenté les cercles progressistes de la capitale française, et ce groupe qui, dans l'entre-deux-guerres, est le pendant de la Société des Amis des Noirs de la Révolution, et lui avait parlé de la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens disent qu'il aurait été initié au Grand Orient de France, peu après donc son retour de cette guerre du Rif, là où il a eu le matricule. C'est totalement archi-faux. Matsuwa n'a jamais été franc-maçon. Voilà. Voilà, c'est une précision que je voulais avoir, parce qu'effectivement, beaucoup de gens semblent le dire. Mais en tout cas, Didier Gondola, qui a fait des recherches pour cet ouvrage que je vous ai promis, je vais vous le faire parvenir. Ou bien je vais demander à Didier Gondola de le faire lui-même. Je pense qu'il nous écoute. Il pourra vous faire parvenir cet ouvrage. Si moi, je ne peux pas l'avoir ici, parce que ça a été publié aux éditions de la Sorbonne à Paris. Et dans cet ouvrage... Si Matsuwa était franc-maçon, il était franc-maçon, je crois, jusqu'à aujourd'hui, même ses restes mortels, on devrait nous lui donner. Puisque le combat de Matsuwa... je voulais poser la question. Donc, vous dites qu'on devait vous donner les restes mortuaires. Mais Matsuwa est bien enterré à Mayama. Donc, vous pensez que la tombe qui est à Mayama, ce n'est pas la tombe de Matsuwa. Donc, vous estimez que... Non, vous savez que, maître, vous savez que nous ne sommes pas des petits, hein? Spirituellement, nous sommes des gaillards. Oui. Hein? Les tombes que vous voyez, à gauche, il y a Milongo, à droite, il y a Miemo. Il y a Miemo, c'est mon grand, c'est un de mes grands oncles aussi, Tambiemo et Tamilongo, parce que Tamilongo, c'est son grand frère. Vous savez comment Nkaka Miemo est mort. Pourquoi on parle de disparition? Puisque en 1942, les tombes là, comme que vous voyez les trois tombes là, au milieu, il n'y a rien. C'est juste au milieu là, on avait seulement enterré un rejet de bananier, plutôt. Oui, mais ça dit que le problème, c'est quoi? C'est parce qu'à la conférence nationale, quand on a posé le problème, on a failli. C'est justement pendant la conférence nationale qu'on aurait pu procéder à l'exhumation du corps de Matsuwa pour se rendre compte, parce qu'il y a eu une polémique. Les gens disent que oui, il a été enterré aux Antilles, il a été déporté et tout. Nous-mêmes, nous, en tant que Congolais, on ne devait pas attendre seulement le blanc pour le faire. Quand le pays sera plus en paix, nous allons d'abord demander... Il est décédé en 1942, mais en 1952, il était en prison à Madagascar. Non, mais voilà, non, ce que je dis, ce sont des spéculations. Moi, je ne rentre pas dans cette considération, mais ce qui serait mieux au départ, il faut reconstituer les faits.
Si on dit qu'il a été enterré là, quel que soit le temps, on trouverait des indices. Parce que c'est à nous de faire casser ce tombeau et de récupérer, de faire des analyses. C'est sûr qu'il y a eu des parents vivants pour procéder à l'ADN. C'est comme ça. Donc ça, c'est notre droit, nous. Nous, petits-fils des Matsouanistes et arrière-petits-fils également pour les autres, ou ceux qui viendront, ne fût-ce que pour notre histoire, parce que Matsoua reste un héros national. Et aujourd'hui, on en parle. La première des choses qu'on aurait pu faire, justement... Il est plus que même un héros. Il est plus que même un héros, c'est oui, un messie. Oui, mais c'est un messie que les Ngunza ont divinisé. Donc, c'est autre chose. Pour le moment, ça, c'est autre chose. Mais moi, je vous parle seulement d'abord de notre héros national, de celui qui est un prophète congolais. Et à partir de ce moment, c'est là où on peut dire, oui, mais voilà, finalement, on a exhumé, on n'a pas trouvé les restes de Matsoua. Il n'y a rien. Même si on ne voit rien, il n'y a que ce qu'on trouvera à l'intérieur. Cette terre-là sera analysée et tout. Et on trouvera, on dira, oui, c'est effectivement un humain qui a été enterré là. Mais s'il n'y a pas de traces, nous continuerons toujours à dire des choses qui n'ont pas de sens. Moi, je sais, il y a eu des gens qui ont raconté beaucoup de choses, que Matsoua se trouverait à Madagascar, il est mort à Madagascar, et que Matsoua est mort aux Antilles, notamment en Guyane, et Matsoua est mort à Mayama. Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Que ce pays-là retrouve la paix, la quiétude, la liberté. Et la première des choses, c'est reprendre le point qu'on a oublié, qu'on a sauté à la conférence nationale. Vous écoutez La Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Si je suis donc votre raisonnement, comme nous sommes en 2022, voici donc 80 ans, depuis la disparition supposée en janvier 1942 de André Matsoua, résistant donc défenseur des droits fondamentaux des Africains. Donc vous n'avez pas donc pu faire le deuil, même si aujourd'hui vous affirmez qu'on l'a vu à Madagascar en 1952, ce qui me paraît un peu difficile à admettre. Bon, pour le moment, je pense que nous devons exiger la vérité. Nous devons exiger toute la vérité sur les circonstances de sa mort et de son lieu d'inhumation. Parce quelles sont les démarches, les actions ou la réflexion de la communauté que vous dirigez. Parce que c'est à vous aussi de prendre aujourd'hui l'initiative. Parce qu'au moment où vous êtes en train de construire un grand temple pour cette communauté spirituelle des Matsouanistes, il serait intéressant d'envisager justement à la fin de la construction de ce temple, entreprendre des démarches auprès des autorités françaises, qui étaient la puissance administrative de l'époque, et de nos autorités actuelles ou futures, afin que soient révélées les circonstances de la mort de Tata Matsoua. Vous avez su bien le dire, au moment où on parle des tests ADN, il serait donc normal de procéder ainsi, c'est-à-dire de faire des recherches pour retrouver justement la filiation, pour reconnaître que c'est bien André Grenard Matsoua qui a été enterré dans ce tombeau de Mayama. Et vous dites qu'on a mis un régime de bananes. Bon. Donc ça, c'est déjà quelque chose que moi j'apprends aujourd'hui. Il faut que toute la vérité soit faite sur cette nébuleuse affaire que même la conférence nationale souveraine n'a jamais éclairci. Ça, tout le monde le sait. Parce que on ne voulait pas donner la part belle à tout ce qui était
des actes commis par des ressortissants du pool. On l'a vu. Même l'affaire Kinganga, il n'a pas été élucidée. L'affaire du capitaine du Koumou n'a jamais été élucidée. Il y a beaucoup d'affaires qui n'ont jamais été élucidées. Et comme j'en parlais également, les massacres, les premiers massacres, le premier génocide de Goma Tessé en 1972, on n'a jamais parlé de ça. En tout cas, nous comptons sur toutes les bonnes volontés à travers le monde. Moi, en tant que petit-fils du Matsuanis, je suis prêt justement à mener ce combat avec vous pour savoir la vérité. Où se trouve le corps de Matsua? Comment il est mort? Parce que la réhabilitation de nos héros ne s'est pas faite. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, ça, vous avez... Moi, ce que je veux demander à tous les écrivains africains, en particulier les écrivains congolais, avant d'écrire l'histoire sur Matsua, ils doivent nous consulter. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ah, attendez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord. Quand vous dites qu'ils doivent vous consulter, non. Ils doivent vous donner... Non. Ils doivent vous donner les travaux de leur recherche. C'est pour ça que je me suis engagé en disant que je vais appeler Didier Gondola, qui, si je n'arrive pas à trouver l'ouvrage en France, je m'arrangerai pour qu'il mette à ma disposition, ou bien celui que je détiens, je vous l'enverrai. Et puis lui parce que ce qui est dommage, c'est parce que le bouquin que je détiens a été dédicacé par l'auteur lui-même. Donc je ne veux pas quand même mon livre dédicacé que je vous le renvoie. Non, je vais chercher un ouvrage qui sera à vous, qui vous sera dédicacé également à votre nom, au nom de votre communauté. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, parce que lorsque vous dites qu'ils doivent vous consulter, non, ils doivent vous informer en vous donnant leurs travaux. Parce que consulter, ça veut dire quoi? C'est vous qui avez la science infuse et que eux plutôt, ils ne peuvent pas réfléchir. Mais ils apportent une contribution à la connaissance du héros de Matsua, qui est le prophète. Vous comprenez? Donc lui, son ouvrage, il a intitulé Matsua vivant. Voilà, c'est déjà un truc qui choque. Quand vous le lisez, la première chose dira Matsua est encore en vie. Bon, maintenant, s'il faut tenir compte de l'âge, si Matsua était encore en vie, aujourd'hui, comme vous le dites, et qu'il est né en 1897 au lieu de 99, ben, aujourd'hui, il faut se dire qu'il aurait plus de 127 ans. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Donc non, il faut seulement dire qu'on doit mettre à votre disposition tous les travaux concernant Matsua. C'est tout à fait normal parce que là, vous êtes en train de construire un grand temple. Mais dans ce temple, il faut aussi prévoir une partie bibliothèque, documentation. Et cette partie bibliothèque, documentation... Hein, comment? Ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, à partir de ce moment, nous aussi, qui avons des éléments de Matsua, on vous les apportera comme dons et vous les mettrez également dans votre bibliothèque pour permettre à ce que cette mémoire de Matsua soit bien placée, fixée et tout, au lieu de falsifier les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la majorité des documents sur l'histoire de Matsua, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. D'autre côté, vous allez entendre, puisqu'il était donné, le matricule 22, c'était le numéro de matricule de la douane. D'autre côté, vous allez entendre, non, il était au 22e bataillon d'infanterie. Donc, il y a beaucoup de choses sur le matricule 22. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée sur le matricule 22 là? Mais il a bien mentionné ça. C'est pour ça que j'ai dit, on ne va pas faire un débat aujourd'hui sur tout ce que Gondola a révélé. Parce que Gondola a révélé beaucoup de choses. Dans son livre, par exemple, parfois on écrit Matchouan. Donc, au lieu de Matsua, comme nous l'écrivons aujourd'hui, parfois on met Grenard Matchouan. Bon, ça c'était le directeur des affaires politiques à la rue Oudino, c'est-à-dire là où il y avait le ministère de la coopération et tout ça, avait expliqué. Ça, on fera une autre émission, parce qu'il faudrait que vous ayez d'abord le livre
Et comme ça, parce que vraiment, il y a beaucoup de détails dans cet ouvrage-là, beaucoup de détails. Parce qu'il y a même les références de l'association amicale qui était enregistrée à Paris, le numéro de l'association. Mais non, cet aspect de matricule, hein, écoute bien, hein, ce qu'il écrit. Ouais. Ah, l'esprit aussi m'a aidé. Matsua, donc je lis ce passage-là pour comprendre. Voilà ce que écrit Gondola à la page 95. Au sujet donc du matricule. Matsua, il porte son uniforme militaire garni sous tache, 2 paires de doubles chevrons brodés, sans doute en canetis d'argent, sur les pattes de collet et indiquant son appartenance à une unité combattante. De part et d'autre des chevrons, le numéro 22 indique son unité, le régiment d'infanterie coloniale. On peut déduire de la photo qu'il était de courte taille. Il ne devait mesurer guère plus d'1,70 m, sans doute, bien moins. De constitution robuste, avec de solides épaules, comme un grand nombre de Balali à l'époque, ne dédaignant jamais les tâches rudes, rompues à la marche et d'une frugalité exceptionnelle. Matsua surprendra ses geôliers par son sang-froid, sa ténacité et une endurance à toute épreuve. Voilà ce qu'il dit. Voilà, donc on a trouvé pourquoi il y a le numéro 22. Voilà, au moins l'esprit nous a guidés. Ça se voit, Tata Mian Kangila, tu es puissant, hein? Tu m'as éclairé. Ok. Hein, donc, prochainement, quand même, je vais expliquer le chiffre 22 là. Comment vous avez interprété justement ce chiffre 22, le matricule 22 là? Comment? Bon, le chiffre 22 là, c'est spirituel, hein, comme chaque continent ou chaque pays, il y a toujours un chiffre spirituel. Prenez l'exemple 666. Oui. C'est pour la spiritualité de blanc. Il y a 666, il y a le 999, le 9 Yang, ça c'est pour les Asiatiques. Hein? Oui. Il y a le 777. Pour les Américains, même il y a même un avion qu'on appelle le 777. Oui, c'est ça. Le Boeing 777. Pour nous les Africains, le noir, notre code de la spiritualité, c'est le 22. C'est comme si vous prenez l'exemple de l'Israël. Ils ont le code 11. Bon, ça, c'est seulement les grands spirituels qui peuvent comprendre hein, ce que je veux dire. Mais oui, mais cela n'empêche pas que ça coïncidait également avec le numéro de son unité combattante. Il y a des choses qui coïncident. C'est-à-dire qu'il faut le prendre aussi dans le cadre, dans ce cadre de son régiment et dans le cadre de la spiritualité. Il ne faut pas nier le fait que ce n'était pas pris dans le cadre de son infant. Peut-être c'est ça qui lui a donné plus de force, plus de chance, parce que c'est tombé comme ça net. Vous comprenez? Oui, c'est un code de la spiritualité. Voilà, mais c'est bien, mais vous l'interprétez aussi dans le cadre. Hein, vous l'interprétez aussi dans le cadre de la spiritualité, ce qui est juste. Hein, ça, on ne peut pas vous le dénier. En tout cas, merci d'avoir accepté cet entretien à bâton rompu concernant André Matsua et notamment votre communauté, dont je suis également l'un des petits-fils, parce que, après tout, Matsuani, c'est, pour ne pas dire, c'est notre première communauté des combattants. Moi, je me rappelle bien, chaque fois, ma grand-mère parlait des droits de l'homme, des libertés, des droits de l'homme, des libertés. Et c'est important. Donc, je suis dans les droits de l'homme, je défends les droits de l'homme, donc je suis sur les traces, justement, de mon aïeul, qui est André Grenard Matsua. En tout cas, merci. Je voudrais également aussi que vous reprécisez cette affaire. Vous avez vu les images que j'ai montrées là. Je suis très content. Il faut vous arranger pour mettre une bonne plaque au monument des 2 personnes qui ont été enterrées
dans votre domaine, dont on m'avait accusé avoir été à l'origine de leur mort. Alors ça, là, heureusement d'ailleurs que vous êtes là et que je ne suis pas mort. Parce que après tout, ce sont mes ayants droit qui allaient souffrir de cela. Parce que pendant longtemps, on m'a calomnié, on m'a traîné dans la boue pour une affaire que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, j'ai dit, maintenant, je veux avertir la personne qui avait mis une vidéo dans ce sens-là, qui est un fou, parce que c'est un fou, c'est quelqu'un qui a besoin d'ailleurs de votre appui. Il faut les désenvoûter parce qu'ils sont nombreux à Paris, des fous qui parlent, qui disent n'importe quoi. Ceux qui se disent même être lingots de 59, je ne sais pas, esprits. Alors, 59 esprits, ce sont des fous, mais on les voit. Hein? Bon, je ne vais pas revenir sur cet aspect un peu politique. Là, nous sommes sur la croyance, sur la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté d'opinion. Et notre combat continue pour vous aider à faire triompher votre point de vue en ce qui concerne vos droits de propriété du domaine de Pissa. À moins que si vous avez un dernier mot à dire, je vous écoute pour terminer notre... Un appel SOS. Oui. Oui, dans le souci de promouvoir notre religion machuaniste et dans le cas de mener à bien nos activités religieuses et spirituelles. Nous avons entamé la construction du plus grand temple machuaniste au Congo au sein de son quartier général, situé au quartier Mpissa, de l'arrondissement de Bakongo. À cet effet, un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage. Donc, je sollicite l'appui multiforme de toute personne de bonne volonté, amoureux de la culture africaine et des religions traditionnelles pour l'aboutissement de ce projet, afin de hisser haut notre patrimoine culturel et religieux. Je saurais clore mon propos sans remercier tous ceux qui jusqu'alors nous soutiennent financièrement, matériellement et spirituellement aussi. Que le Buntulendo soit avec vous, je vous remercie. Oui, mais l'appel est entendu, nous allons l'amplifier. Et ce que je pourrais aussi également vous demander, c'est de lancer une cagnotte, Litchi, à l'endroit des Congolais. Vous ouvrez, pour ceux qui peuvent le faire directement, renseignez-vous, vous ouvrez une cagnotte à partir de Litchi, et comme ça, vous avez la possibilité, vous, de recueillir des fonds, et ceux qui peuvent également en association vous apporter un appui ou individuellement, ils peuvent le faire. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous allons amplifier votre appel afin que vous soyez aidés par la communauté, je dis bien, et la communauté africaine, parce qu'il n'y a pas que congolaise. Après tout, c'est tout le monde. Hein? C'est tout le monde. Merci beaucoup, Tata Miankangila. En tout cas, merci, c'est moi qui vous remercie. Bon, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On a beaucoup causé. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Vous écoutez La Tribune des Leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Oso jambu eta kwanje, isutu
Misutukiria todo niño, misutukiri kumazulu. Oso jambu etangwanje. Baila mapula chabakara kwa ndamindelo. Oso jambu etangwanje. Mikangamane todo niño, mikangamane kumazulu. Oso jambu etangwanje. Misutukiria todo niño, misutukiri kumazulu. Oso jambu etangwanje. Forum FM 105. Okokende na brasa seko okokoma na radio forum seko okokoma na domedo seko ninga na yoba tozela yo seko libita maseko tegose seko lita yama pusu seko bakoba kokengela yo seko bazali pembe ina yo